face. Le face-à-face d'André Berkoff avec Didier Raoult, microbiologiste français, spécialiste des maladies infectieuses, professeur des universités, praticien hospitalier, pour son autobiographie aux éditions Michel Lafon. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Didier Raoult, on vous reçoit, et vous le savez toujours, sans déplaisir. C'est une litote. Et vous venez de sortir un livre, et voilà, ce n'est plus sur le Covid, ce n'est plus... Enfin, vous avez écrit énormément de livres. Je ne parlerai pas de vos publications, elles se comptent par milliers. Vos recherches, je rappelle, vous êtes microbiologiste, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses, et ça depuis très longtemps. Et puis, je ne parlais pas du fait que vous êtes connu dans le monde entier, parmi les autorités du monde entier, comme la personne qui est, sinon l'un des plus avancés en ces matières. Et là, vous parlez, là, je dirais, la focale s'agrandit, et c'est très, très heureux qu'elle s'agrandisse, parce que vous parlez de vous, de votre famille, de votre enfance, et puis après, voilà, de votre carrière, et pour arriver aussi, bien sûr, de votre chemin, de votre parcours, pour arriver évidemment aux derniers événements covidiens, qu'on dit, ou idio-covidiens, qui nous ont tous marqués. Et vous dites, à un moment donné, vous dites au fond, je suis un anarchiste amoureux de la grandeur. Ça veut dire quoi? Si vous voulez, depuis aussi longtemps que je remonte, si vous voulez, je ne crois pas facilement ce qu'on me dit. Je ne crois pas qu'il y ait une raison établie et définitive. Je ne crois pas non plus que nous ayons une civilisation qui soit supérieure à celle des autres. Donc je vis dans une époque qui est ce qu'elle est. Je m'adapte à l'époque dans laquelle je vis. Je dis souvent, comme les stoïciens. Et ça va. Donc je sais bien, les présidents ici se succèdent. Quand ils se succèdent, il y en a que j'apprécie plus ou moins. Il y en a dont j'aurais pensé qu'ils feraient mieux, et d'autres dont j'aurais pensé qu'ils feraient moins bien. Mais je constate, je change d'opinion. Donc je me donne la liberté de changer d'opinion. Vous pensez à quelqu'un que vous dites qu'il aurait pu faire moins, il aurait pu faire mieux, mais bon, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Et puis c'est vrai que je pense que, comme le disait De Gaulle, hein, sans la grandeur, en particulier la France tombe dans un niveau de médiocrité qui est effarant. Voilà. Et donc je crois au leadership. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait partagé, et que les plus faibles aient le droit de vivre comme tout le monde, mais qu'on ne fait pas avancer les choses sans aucun leader. Et donc je crois au leadership. Et ça, c'est la grandeur. À l'incarnation, au commandement, au bon sens du terme. Oui. Et d'ailleurs, vous avez fait placarder, jeudi, sur les murs de l'IHU Infection Méditerranée, c'était très beau, Henri de la Roche-Jacquelin, général des armées vendéennes, tué à 22 ans, et il disait cette phrase magnifique: « Si j'avance, suivez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Si je recule, tuez-moi. » Vous n'avez pas spécialement reculé, vous. C'est pas votre fond de teint. Hein. C'est pas le fond de mon éducation non plus. Hein. Alors justement, parlons de votre éducation, parce que vous parlez longuement, et c'est très intéressant. Vous ne connaissez pas votre famille. Votre famille, vous remontez derrière vos grands-pères et même arrière-grands-pères. Alors c'est une famille quand même de rebelles, si j'ai bien lu. Oui, à la fois, c'est une famille de serviteurs de l'État. Donc moi, j'estime, enfin, je revendique pas d'être de la première génération des gens qui ont fait quelque chose dans ma famille. Moi, je suis la 4e génération d'officiers de la Légion d'honneur. Donc, si vous voulez, c'est des gens, des grands serviteurs de l'État, mais qui, dans chaque occasion, si vous voulez, quand ils ont considéré que c'était contraire à leur morale, ont décidé de ne pas obéir. Donc mon arrière-grand-père était Dreyfusard, il a fait démissionner son fils. Il était Dreyfusard dès le début, enfin pratiquement. Oui. Il a fait démissionner son fils qui était un jeune officier, qui était mon grand-père. Mon grand-père a été mis en prison dès 40 pour avoir refusé de se rendre aux Allemands, et il a monté le premier réseau de résistance à Marseille. Mon père a été le médecin-chef de la brigade Alsace-Lorraine d'André Malraux. Oui. Ce pourquoi il a été convoqué par l'armée pour désertion, puisqu'il avait abandonné son poste de médecin dans l'hôpital pour devenir le médecin de la brigade Alsace-Lorraine. Et donc, je vous dis, mon grand-père a été mis en prison en 1940 parce qu'il avait refusé de se rendre aux Allemands avant d'avoir eu le temps de se battre. Donc, il y a des moments où il faut savoir désobéir
même si bien entendu la désobéissance n'est pas un mode de vie quotidien. Mais il y a des occasions dans lesquelles on doit désobéir. Moi, j'ai été élevé dans cet esprit-là, dans cette idée-là. Savoir dire non, quoi, à des moments. Savoir dire non, il y a des moments, il ne faut pas faire ce qu'on vous dit parce que c'est contre votre morale. Et c'est d'ailleurs une des questions dont on a parlé déjà, c'est que dans notre monde dans lequel il y a de moins en moins d'individualité dans le travail, le fait de se réserver la possibilité de dire non, ça je le ferai pas, est quelque chose qui est de moins en moins supporté parce que la proportion du tertiaire, des gens qui doivent obéir pour avoir une promotion, pour avoir un emploi, devient de plus en plus importante. Vous voyez ? Et donc, c'est cette liberté qui est liée à l'autonomie et à l'autonomie professionnelle qui disparaît petit à petit et qui fait que ça semble absolument invraisemblable à quelqu'un qui pense qu'il a l'autorité politique et administrative de penser qu'il n'a pas l'autorité morale. Et moi, je ne crois pas que l'autorité politique ni administrative ne donne de l'autorité morale. Ça, vous ne pensez pas que la morale et le bien découlent de son statut administratif ou politique? Pas du tout. Ouais. Sinon, Hitler aurait eu raison, Goebbels aurait eu raison, je ne crois pas du tout. Voilà. Ouais. Et au fond, c'est une espèce de culture, c'est ça qu'on a intériorisé, vous le dites. Mais c'est intéressant, vous savez, ça me rappelle juste une phrase d'un secrétaire de Sartre qui disait « J'ai travaillé 3 semaines pour France Dimanche, il faut bien vivre. Mais au bout de 3 semaines, je n'en voyais plus la nécessité. » C'est un peu ça aussi. Mais est-ce que c'est votre famille qui vous a... Alors, c'est votre famille qui vous a quand même inculqué, après, vous faites vous-même, bien sûr, mais qui vous a inculqué ces vertus premières? Parce que vous dites, par exemple, on vous disait interdit de pleurer. Enfin, je veux dire qu'il était dans votre famille interdit de pleurer. Ah oui, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, on ne chouine pas, on ne pleure pas, on se plaint pas, quoi. C'est ça. Oui. Ouais. C'était la nature de mon éducation, c'est comme ça. Ouais. Et c'est intéressant aussi, vous parlez de ça. Ça, c'est vraiment intéressant parce que vous reparlez, je voudrais qu'on parle un peu de biologie, de métabolisme. Vous dites, attendez, on ne veut pas que tenir compte. Par exemple, moi, j'avais grand fort, j'avais une mémoire très forte, je réagissais très, très, très vite. Et c'est pas pour vous lancer des fleurs. Vous dites, voilà, j'étais comme ça. Et vous dites, on oublie qu'on ne peut plus parler de ça parce qu'on ne peut plus dire qu'il y a encore de la nature et de la biologie. Et vous dites, or, il y a nature et biologie. Forcément. Oui. Et puis d'ailleurs, c'est un des mystères du leadership. On peut en déduire. Moi, j'ai été très intéressé pour comprendre. Et puis, ça faisait partie de mon métier d'étudier les microbes qui pouvaient, c'était à la mode maintenant, les microbes qui pouvaient être communs aux animaux, en particulier les plus proches de nous, qui sont les grands singes, les singes. Donc j'ai beaucoup travaillé, beaucoup observé dans cette situation. Et bien entendu, on sait, il y a toute forme de civilisation dans les grands singes. Hein. Il y a, les gorilles ont des harems, il y a un seul grand mâle dans la troupe. Ouais. Le mâle alpha, quoi, le mâle dominant. Même pas. Non, même pas. Il n'y a qu'un seul mâle. Ah, un seul mâle. Il y a un seul mâle et des jeunes. Et les jeunes, après, quand ils deviennent grands, ils doivent partir où ils les tuent. Et des femelles et des petits. Après, chez les chimpanzés, il y a le mâle alpha. Le mâle alpha, on sait biologiquement comment ça se définit. Hein, c'est le mâle alpha. Les mâles alpha ont plus de testostérone et les mâles alpha ont plus de cortisone, ce qui est la résistance au stress. Mais ils meurent plus jeunes d'infarctus du myocarde. Ouais. Ensuite, il y a les mâles alpha et puis les mâles bêta. Et ensuite, il y a les bonobos qui, là, au contraire, sont des matriarcats, sont des dominantes avec plusieurs femelles qui sont pas uniques. Hein, c'est plusieurs femelles, des femelles dominantes, hein, qui gèrent la troupe et qui, elles sont aussi, elles punissent aussi. Hein. De temps en temps, elles exilent un mâle un jeune mâle qui essaie de faire le malin. Très autoritaire. Elles le mordent. Ah oui, très autoritaire. Donc, il y a plusieurs formes sociales. Hein. Il y a une forme sociale des bonobos qui est liée au fait qu'ils étaient isolés sur une île et que donc il n'y avait pas de prédateurs. Et donc la différence, la biologie est incroyable, c'est-à-dire que chez les bonobos, il n'y a pas le dimorphisme sexuel qu'il y a chez les autres grands singes. C'est-à-dire que les femelles et les mâles ont pratiquement la même taille. Ils sont très différents chez les gorilles et différents chez les chimpanzés. Et ça dit quoi pour les humains alors ça dit pareil, c'est-à-dire qu'il y a quand même le nombre de points communs qu'on a. Alors nos civilisations, en plus, qui fonctionnent avec la mode, basculent souvent d'un extrême à l'autre. Alors, il y a 20 ans, ou 30 ans, ou même 40 ans, la mode était de déduire tous nos comportements de l'observation des singes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le singe nu de Desmond Morris qui a, je ne sais pas, vous avez 68. Et
puis ensuite, il y avait un truc qui était grande mode, qui était l'évolutionnisme cognitif, qui expliquait que c'est parce qu'on était singes, et puis ensuite des chasseurs-cueilleurs, qu'on avait ce type de comportement. J'en sais rien. Mais globalement, maintenant, on ne peut pas dire il n'y a rien, et on ne pouvait pas tout expliquer non plus par nos cousins les singes. C'est pas comme ça. On essaie d'éliminer la biologie au nom du genre. Enfin, c'est encore entre autres, mais avec des paradoxes qui est que, si vous voulez, si vous regardez le sport, qui est des analogies que j'aime beaucoup, ça ne ment pas trop, le sport. Donc, vous voyez bien que cette différence est telle que vous avez des catégories de poids, parce que si vous faites boxer les gens de 50 contre les gens de 100 kilos, c'est pas la peine d'être très technique pour gagner quand on a 100 kilos. Le judo, c'est que c'était un truc merveilleux, ça a une histoire extraordinaire. Les Japonais disaient que le judo était extrêmement technique et que donc le poids, la force ne comptait pas, même qu'en réalité, ils s'entraînaient. Et en 64, quand il y a eu l'introduction du judo à Tokyo, en réalité, celui qui a gagné, c'est un Hollandais qui pesait 120 kilos, qui a fait la première prise qu'on apprend au judo et qui a immobilisé avec la première prise d'immobilisation. Le judo était médaillé d'or. Et donc on dit, bon, on va faire des catégories de poids, c'est fini. On en continue à en parler. La biographie, l'autobiographie de Didier Raoult chez Michel Lafon, et c'est passionnant. Et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Didier Raoult. On attend vos appels. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. À lire et à prendre le temps de lire l'autobiographie de Didier Raoult. Vous savez, un certain professeur à l'IHU, Marseille, infection, Méditerranée. Il est maintenant à la retraite. Enfin, la retraite. Vous n'êtes pas à la retraite, en fait, Didier Raoult, soyons clairs. Je travaille toujours. Oui, c'est ça. Oui. Alors, justement. Mais un peu moins. Oui, vous n'êtes plus quotidiennement là, mais c'est intéressant parce que je reviens à ce que vous disiez au début de votre livre. Vous dites, je suis un Africain blanc, français de souche bretonne et une famille résistante. Et puis, je voulais savoir au fond comment, parce que vous avez fait un peu, non pas les 400 coups, mais vous étiez dès le départ assez rebelle, vous changez assez souvent d'établissement scolaire, si j'ai bien lu. Vous disiez, là, ça va, et puis une fois, vous dites, bon, ben c'est moi qui parle, l'autre fois, vous dites, non, Didier Raoult, on n'a pas envie qu'il reste là, ça va, il nous fatigue, etc. Et comment est venue la médecine? Pourquoi la médecine et pourquoi ensuite votre spécialité en médecine? Je pense que d'abord, j'ai eu une très longue intoxication par mon père, qui voulait absolument que je sois médecin. Qui était médecin militaire, je rappelle. Qui était médecin militaire, qui était professeur de médecine à l'armée. Ouais. Et qui avait... mon père avait construit une unité de recherche à Dakar. Et il a poussé les choses beaucoup plus loin que moi, puisque le rez-de-chaussée était le laboratoire d'analyse pour la nutrition, qui était dirigé par ma mère. Et au premier étage, nous habitions au premier étage, dans le labo quand même. Hein. Ah, vous étiez au sein du labo? Ah oui, non, je suis né là. Ensuite, ça donne des... Dès que mon père a pu, il a commencé à me montrer des malades très tôt, quand il est allé en Algérie en 63. Donc il a montré des gosses qui avaient des dénutritions avec des destructions, en particulier faciales, liées à la malnutrition. Et dès qu'il a pu, il a passé son temps à essayer de me convaincre que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc, vous savez, moi j'avais 16 ans en 68, donc c'était une époque où, en plus, on n'aimait pas faire ce que disaient les parents. Donc, je faisais pas partie je faisais partie de cette génération-là. On avait tous un peu ce mythe du marin qui a persisté, hein, puisque mes deux frères, après, sont partis faire du bateau et sont allés à Tahiti en bateau faire du charter. Fait presque un métier, enfin, oui, c'est ça, un métier. Oui. Et donc, c'était... donc après, moi, j'ai plutôt suivi ce qui était mon époque dans un premier temps, et puis ce que l'on faisait, et puis je me suis rendu compte que je m'ennuyais d'une part, et que d'autre part, moi, je voulais avoir ce que j'explique, même si ça peut déplaire, mais moi, je voulais faire quelque chose dans lequel je sois le premier au monde. Et donc j'ai bien compris que premier au monde, je ne serais pas le marin premier au monde. Je m'excuse de dire ça, mais c'est comme ça. Et donc, après, quand je me suis rendu compte que ça, je n'étais pas susceptible de le faire, écoutez, mon père m'avait fait un deal, j'ai obéi au deal que nous avions fait. Nous avions pris un contrat moral, et donc j'ai commencé à faire la médecine. Dit, en fait, le contrat moral, c'était fais ce que tu veux, mais si ça ne va pas, tu reviens, mais tu suis mon avis. Là. Voilà. Ouais. Et donc...
Du coup, ça m'a intéressé, surtout à partir du moment où j'ai préparé l'internat, parce que c'était la première fois que je travaillais en réalité, et donc je me suis rendu compte que je ne supportais pas, c'était l'oisiveté. Ce que j'aimais, c'était apprendre, après j'ai pu arrêter. Donc et j'ai découvert ça tardivement, parce que j'ai découvert ça pour la préparation de l'internat, qui était à l'époque un concours un peu difficile. Et donc quand je me suis rendu compte que c'était ça qui me rendait heureux, que je faisais plus de bêtises parce que j'étais occupé du matin au soir, je trouvais que c'était ma voie, si vous voulez. Et ensuite, les circonstances ont fait que ce qui m'intéressait le plus, moi, c'était les maladies infectieuses et les maladies tropicales. Alors justement, il y a quelque chose, je me suis arrêté là-dessus, enfin, vous dites, j'avais envie de le premier. Et c'est intéressant, aujourd'hui, être le premier, être ambitieux, ça devient presque un défaut majeur, quoi, une tare. Mais pourquoi? Je veux dire, c'est bien de vouloir être envie d'être dans tel ou tel domaine le premier. Oui, d'ailleurs, vous avez vu que j'ai mis une extrait d'une chanson de Goldman, être le premier. Il se trouve que, pour des raisons X ou Y, je savais que j'avais... vous savez, c'est comme la parabole des deniers. Je savais que j'avais un potentiel qui était ce qu'il était. Et que donc, à partir du moment où je me suis mis à travailler, à partir du moment où je me suis posé la question de quoi faire, je me suis posé la question de savoir jusqu'où ce potentiel pouvait me porter. Quelle était la limite de ce que j'étais susceptible de faire. Et donc, j'ai tâtonné avec cette limite autant que j'ai pu pour voir jusqu'où j'étais susceptible de mener les choses. Et donc, ça a été vraiment un des guides de ma vie. C'est une des manières de le faire qui est devenue un peu obsessionnelle, c'est de le quantifier, c'est-à-dire de compter pour pouvoir comparer par rapport aux autres. Comment on compte ça, comme les sportifs ont des records. Comment on avance, comment on performe, la performance. Voilà. Nous, on a un moyen de quantifier notre performance, hein, bien sûr. Comme les sportifs, ceux qui n'ont pas de très bonne performance disent qu'il ne faut pas le faire. C'est comme si on disait qu'il ne faut pas chronométrer les coureurs. C'est pas vrai. Mais je pense que j'ai la même chose. Moi, je ne comprenais pas bien le goût des milliardaires. Vous voyez, je trouve que une fois qu'on a 1 milliard, honnêtement, je ne sais pas si on arrive à faire la différence avec 2. Mais je comprends que c'est aussi de la performance. C'est-à-dire que je pense qu'ils se mesurent entre eux. Et puis je pense qu'il dit, mais tiens, j'en voudrais 2, puis j'en voudrais 4, qui n'a pas de sens en soi. C'est pas l'ambition, c'est autre chose à votre avis? Oui, c'est la capacité à tester ses propres limites, si vous voulez, sa propre capacité, sa propre... voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que j'en fais? Je pense que c'est pareil, encore une fois, pour les sportifs de haut niveau, je pense que c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. Il y a une partie des gens qui ont... mais c'est vrai pour beaucoup d'artisans, par exemple. Il y a beaucoup d'artisans qui... voilà, c'est beaucoup d'artistes, et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Bien sûr. Que chaque fois qu'on fait des choses... Bien sûr, chaque fois qu'on fait les choses individuellement, on a envie de pouvoir se comparer, de pouvoir voir comment on fait par rapport aux autres. Vous voyez, c'est la nature qui est comme ça. Et alors, les maladies infectieuses dont vous êtes allé dans ce domaine-là, et vous êtes allé très loin, et ça on le sait, mais au fond, parce que les maladies infectieuses, là on rentre dans le domaine de la santé, qui est un domaine par essence collectif, parce que vous êtes là pour aider les autres, pour sauver les autres quelquefois, pour enfin faire en sorte qu'ils soient dans le meilleur état possible, dans la meilleure, effectivement, santé possible. Et donc, individualisme au bon sens du terme, ambitieux au bon sens du terme, mais en même temps le sentiment d'aider les autres. Est-ce que le côté d'avoir vu ce qui se passe en Afrique où tout ça a joué, vous dites, sans faire le caritatif, mais enfin... Oui, bien sûr, c'est-à-dire que de pouvoir transformer, si vous voulez, la connaissance en quelque chose, là aussi, dont on voit les résultats, si vous voulez, c'est un élément très important. Moi, je le rappelle dans mon livre, mon père a monté, je crois, ce qui était la première unité de recherche en nutrition tropicale. Et deuxièmement, il s'est occupé de la gestion de toute la nutrition en Algérie de 63 à 73. Donc, à tous les niveaux. 10 ans. Pendant 10 ans. Ouais. Depuis la création d'écoles de diététiciennes, la gestion des repas en cantine scolaire, la création d'une poudre faite avec des produits locaux. Donc, j'ai vu se transformer son savoir en quelque chose qui était incroyablement efficace. Et donc... là aussi, moi, ce qui m'a intéressé, c'est je me suis intéressé rapidement après avoir fait ma formation. C'est ce qu'on appelait bouffer du malade, vraiment, des malades. Je me suis intéressé à des choses qui étaient en impasse, c'est-à-dire pour lesquelles on était soit dans des impasses thérapeutiques, soit dans des impasses diagnostiques, parce que le diagnostic... dans les maladies infectieuses, la microbiologie, en réalité, c'est l'outil de l'infectiologue. Si l'infectiologue n'a pas la microbiologie, en réalité,
il est désarmé. C'est un interniste qui est spécialisé dans les maladies infectieuses. Donc cet outil-là, et donc les premières choses que j'ai faites, c'est découvrir des nouvelles maladies. J'ai découvert de nouvelles maladies, microbes, j'en ai découvert plus de 1000, d'une part, et d'autre part, de trouver des solutions thérapeutiques à des maladies qu'on ne savait pas traiter. Dans lequel, moi, il y a une des maladies, quand j'ai commencé à travailler sur cette maladie, il y a 65% de mortalité. Maintenant, il y a 2%. Qu'avec des choses qu'on a découvertes, nous, qu'on a mis au point. Donc ça, bien sûr, c'est des vraies satisfactions quand on voit étaler sur 30 ans ou 40 ans, si vous voulez, l'évolution des choses. Donc bien sûr, on a le sentiment d'avoir sévi à quelque chose. C'est certes, quand vous arrivez à baisser la mortalité de 60 à 2%, ou quelque chose comme ça, c'est fabuleux. Et en même temps, c'est une satisfaction individuelle et une formidable satisfaction collective, quoi. C'est ça. Oui, bien sûr. Et puis, si vous voulez, sur ces domaines, il y a quelques maladies sur lesquelles moi je reçois des demandes d'avis de l'ensemble du monde, des États-Unis, de l'Angleterre, etc., pour pouvoir traiter ces maladies, parce que c'est nous qui avons mis au point toutes les stratégies thérapeutiques. Donc, bien sûr, c'est valorisant, ça fait plaisir, mais ce qui fait surtout plaisir, c'est quand elles sont adaptées, qu'elles rentrent dans tous les ouvrages collectifs, que tout le monde les utilise. C'est intéressant que ça devienne la pratique collective. On se retrouve juste après une petite pause encore. Oui, restez bien avec nous et vous aurez la parole au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler pour interpeller Didier Raoult. On attend vos appels, à tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Didier Raoult, vous continuez évidemment votre travail, c'est microbiologie sur les maladies infectieuses tropicales, sur les bactéries, etc. On a parlé d'être effectivement le plus avancé, sinon le premier, en tout cas le plus avancé là-dedans. 40 ans de travail de recherche, vous avez été président de l'université d'Aix-Marseille 2, vous avez fondé l'IHU Méditerranée Infection, effectivement, bon, on peut en parler, puis vous avez publié encore une fois dans toutes les revues, toutes les revues, les hautes revues du monde entier, en version scientifique, et puis arrive, on va en parler, puis arrive cette espèce de période où, au fond, avant, vous étiez une autorité très très connue dans le monde scientifique. Vous publiez aussi des articles dans Le Point ou ailleurs, dans certaines revues qui circulent, enfin des revues je dirais grand public. Et puis arrive, et je veux savoir comment vous l'avez vécu, maintenant avec le recul, arrive non seulement, comme on dit, la puissance et la gloire, et les attaques les plus hallucinantes avec l'histoire du Covid. C'est-à-dire Didier Raoult était très connu par un milieu scientifique mondial et les gens qui s'y intéressent. Et puis tout d'un coup, on vous voit, et puis vous avez une tenue un peu spéciale, il faut dire, une chevelure un peu spéciale, des lunettes un peu spéciales. Vous devenez la personne, les journalistes vont vous voir, vous les engueulez copieusement parce que vous dites, mais vous comprenez rien à ce que je dis, et puis après ils vous demandent de faire des selfies avec vous, c'est assez rigolo, enfin tout ça. Mais vous avez vu aussi les attaques, vous avez vu aussi, enfin on va pas tout énumérer, le Lancet, le fameux article bidon du Lancet, et on s'en rappelle. Et comment, honnêtement, vous avez vécu cela? Est-ce que d'un côté, vous dites, bon, c'est aussi au départ une reconnaissance plus générale du grand public, même s'ils ne connaissent pas, évidemment, on peut pas... Et puis, ces attaques, comment vous les avez vécues maintenant avec le recul, maintenant, on peut prendre... D'abord, si vous voulez, moi j'ai toujours eu, au moins depuis 25 ans dans mon bureau, un mot qui est derrière moi, qui fait attention, la roche tarpéienne est proche du Capitole. C'est-à-dire, je connais bien l'histoire, en particulier l'histoire romaine, et je sais bien que la gloire mène incontestablement. Là, je suis plus heureux que Jules César, quand même. Il a été assassiné à 52 ans, je suis toujours vivant. Ça va. Ça va. Et donc... je sais ça, la jalousie, les complots, tout ça, je sais ça. Depuis que je suis tout petit, j'ai lu ça. C'est moins à la mode maintenant, mais moi j'ai lu au moins 3 fois La vie des hommes illustres, si vous voulez, donc je connais l'histoire. Voilà. Donc je ne suis pas du tout surpris. Je ne suis pas non plus choqué, si vous voulez. Je pense il s'est passé des choses encore plus drôles. Moi, je regarde, si vous voulez, quand même, un truc qui circulait quand nous étions jeunes, c'était... les gens disaient que Sheila était un homme, quand même. C'était un truc, quand même. Donc, c'était quand même un truc hallucinant. Malheureuse, elle filmait son accouchement pour montrer que vraiment, c'était elle qui avait eu un bébé. Enfin, donc, et c'est truc qui a duré 5 ou 6 ans. Donc, c'était qui circulait partout. La rumeur. Donc, la gloire amène, ou la notoriété, pour appeler ça plus...
simplement amène à des crispations qui sont absolument extraordinaires. Donc, et là, par ailleurs, dans une situation comme ça, dans laquelle l'émotion est à son comble, parce que l'émotion, le sentiment que tout ça allait être une catastrophe prédite, d'ailleurs, qui était prédite régulièrement dans cette catastrophe. Ça va être comme la DESA, le sida, tout. Oui, et puis ça va être la peste, ça va tuer 30% de la population, tout ça circulant. Et si vous ajoutez à ça qu'effectivement, il y a dans la communication une espèce de simplification obligatoire. Moi, je dis qu'on est un monde de Shadok. Vous savez, ces Shadok avec 4 cases. Donc, vous ne pouvez pas leur dire plus de 4 syllabes, parce que sinon, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et comme les politiques et beaucoup de journalistes sont en plus des Shadok avec des essuie-glaces, c'est-à-dire que le lendemain, ils essuient tout, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils avaient dit la veille. Et on efface tout et on recommence. On efface tout et on recommence. Donc, moi, j'ai eu vraiment l'impression de vivre dans le dessin animé Les Shadok, là, vous voyez. Donc, ça ne me surprend pas parce que je le dis d'ailleurs, Terence dit ça, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, donc je sais très bien comment sont les humains. Ça me surprend guère, et comme je suis encore une fois à la recherche de ma propre estime, si vous voulez, je suis content. Les gens ont été incroyablement gentils. Vous voyez, vous, les choses sur la presse, mais vous ne voyez pas comment les gens m'ont traité à Marseille, ni ce qu'ils m'ont. J'ai reçu des dizaines de tableaux, des bouteilles de vin. Quand les gens pensaient que je passais à la retraite, j'ai dû recevoir 500 cartes postales. Donc, si vous voulez, les gens m'arrêtent seulement pour me donner des selfies. Personne ne me serrait la main, personne ne m'insulte. Oui, mais Didier Raoult, vous n'avez pas été touché quand même si vous avez et la culture et l'histoire de prendre le recul, le talent du recul. Mais des fois, il y avait peut-être certaines attaques, enfin, des diffamations, mensonges, etc. Ça vous touchait pas, quoi? Bon, c'est comme ça, et puis je continue. Non, mais déjà, si vous voulez, j'ai une espèce d'étanchéité vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, moi, je regarde jamais la télévision, j'écoute pas la radio, je lis pas les journaux, parce que ça m'apprend pas grand-chose, si vous voulez. Et puis, d'autre part, de temps en temps, il y a quelqu'un qui franchit la ligne jaune, parce que c'est dangereux. Donc, j'ai porté plainte contre plusieurs personnes. Le temps dira bien, la justice suit son cours. J'ai eu parfois des obstacles à pouvoir simplement porter plainte qui m'ont laissé pantois. J'ai porté plainte contre quelqu'un où les 2 lettres recommandées ne sont jamais arrivées au tribunal. Il a fallu que je fasse porter en main propre au greffier par l'avocat, parce que sinon ces lettres disparaissaient par malchance, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est bien, mais ça... Et d'autre part, au contraire, si vous voulez, j'ai trouvé que c'est ma manière de penser, vous y reconnaîtrez Nietzsche, si vous l'avez lu. Je pense que les obstacles, si vous voulez, l'adversité rend... Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui, ça oblige à être intelligent. Et là, par exemple, on a parlé un petit peu avant, vous savez, on a fini de faire l'étude de tous les gens qu'on a traités, 30 000 personnes. 30 000. 30 000. Oui. Mais, à l'IHU. Oui. Mais pour éviter, si vous voulez, qu'il y a sur certaines télévisions, les gens utilisent des documents faux, des choses qu'ils inventent, si vous voulez. On a fait valider toutes les étapes par un huissier de justice, de manière à ce que ce soit plus négociable. C'est quoi l'enquête, juste le sujet? C'est les 30 000 personnes qui ont été traitées, et donc on compare les gens qui ont été traités par l'hydroxychloroquine, avec ou sans l'azithromycine, versus ceux qui n'ont pas été. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement important, puisqu'on trouve qu'il y a une différence très significative si on les traite. Et si j'ai raison, ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises, c'est pour ça que la NSM est dans une situation d'énervement colossal, le ministère de la Santé aussi, si c'est vrai, ça veut dire que plusieurs milliers de personnes pouvaient être sauvées quand même. Donc l'enjeu de ça, j'espère que ça finira. Oui, j'espère que la Cour de justice de la République se mêlera. J'ai déjà été interviewé plusieurs fois. J'espère qu'ils me réintervieweront avec ces données qui sont entièrement vérifiables. Et donc je pense qu'à l'avenir, vous voyez, donc ça m'aura appris ça, peut-être que j'aurai appris ça aux autres, on ne pourra plus laisser les études financées par l'industrie pharmaceutique rester secrètes. C'est-à-dire que ça, c'est transparent, les dossiers sont en ligne, tout le monde peut les regarder, et on a vérifié avec un huissier que 100% des données qui nous étaient disponibles étaient là, et on a pris comme seul facteur d'analyse la mort, et la mort, on l'a prise à l'INSEE. C'est pas nous qui avons décidé que les gens étaient morts ou pas. Donc, c'est sans faute, ça. En fait, le secret, Didier Raoult a joué peut-être un rôle assez néfaste dans toute cette histoire du Covid. Enfin, de la gestion, je dirais, du Covid. Le secret, la volonté, vous savez, secret défense, secret de tout, enfin... Oui, et puis, si vous voulez...
Dans la position, y compris, vous savez, d'abord, je ne suis pas haineux, donc je déteste personne, je suis stoïcien, je m'en fous, c'est la vie, le monde dans lequel on vit. Les politiques, c'est un métier difficile de faire la politique, je dis que j'en ferai pas, et c'est très difficile de prendre une décision quand les gens qui sont autour de vous prennent des décisions. Ouais. Si vous les suivez, vous pouvez toujours dire j'ai pas fait pire qu'eux ou j'étais de bonne foi. Et donc, moi, j'étais mal conseillé, pourront dire ça. C'est pire que ça. Si vous regardez le document le plus important que moi j'ai vu depuis 3 mois, c'est la fuite de la discussion de Boris Johnson avec son ministre de la Santé, qui avait un peu le même phénotype que Véran, qui ensuite a fait la télévision. Sans préjuger de ce que fera Véran ultérieurement, je ne veux pas le savoir. Mais dedans, si vous voulez, la nature des conversations sur les décisions, vous êtes sidérés. À la fin, Boris Johnson et son ministre. Ah oui, Boris Johnson dit, écoute, on va faire le confinement. Non, mais on n'a pas d'éléments pour dire que c'est bien ou pas bien, mais puisque la première ministre d'Écosse l'a pris, on ne peut pas ne pas le prendre nous, puisqu'elle l'a pris, et puis que ça la vexerait. Et donc, vous vous rendez compte qu'on a confiné l'Angleterre, qui est en ruine, parce que la première ministre, qui s'est fait virer peu de temps après d'ailleurs d'Écosse, avait décidé, elle, de faire le confinement. Et donc tout ça, le suivisme, si vous voulez, cette boule de neige, de dire mais on ne peut pas dire que nous, en France, on a mal fait, puisque les Anglais ont fait pareil, les Espagnols ont fait pareil, tout le monde a fait pareil. Donc, vous rentrez dans un truc dans lequel plus personne ne prend la responsabilité. C'est le gaullisme. Le seul qui disait non, on ne cède pas, c'est de dire, écoutez, non, mais c'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut faire ça que c'est vrai. Bien sûr. La nature et l'histoire est pleine de ces moments-là. Ces exemples, bien sûr. Oui, et puis De Gaulle qui dit non, la France c'est moi, on dit mais ça va pas, la France c'est toi, tu te prends pour qui? On va recevoir peut-être un certain on a beaucoup d'appels et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On accueille Jean-Claude de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Oui, Monsieur Bercoff, bonjour, et puis un très grand bonjour à votre invité, au professeur. Merci. Je suis pas marseillais, je suis parisien, mais ne vous inquiétez pas. Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, bravo à vous, monsieur. Je ne vous connaissais pas. On vous a mis en lumière pour le peuple. On vous a mis en lumière lors du problème du Covid. Mais moi, monsieur le professeur, je vais vous poser une question. Elle va être directe. Allez-y. Est-ce que j'ai entendu depuis le début de l'émission un petit peu votre rétrospective. Le côté anarchiste me plaît pas mal. Et puis surtout, ce qui me plaît beaucoup, monsieur, c'est votre humilité. C'est votre humilité et votre savoir-faire. Et je voulais vous poser la question suivante. Allez-y. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en France, alors on parle au niveau actuellement de la médecine, de la science, de la recherche, on ne préfère pas la médiocrité politicienne, je dirais, à l'intelligence de personnes comme vous, qui êtes connues, renommées dans le monde entier. Quel est votre ressenti par rapport à... Vous êtes français, Alors c'est pas un problème du drapeau, parce que on a compris. Mais voilà. vous dites pourquoi? Vous dites qu'en France on préfère une certaine médiocrité générale, c'est ça? Et devenir ministre effectivement de la santé. Je vais vous dire, j'avais dit ça à l'Assemblée nationale et je m'excuse de le répéter. Mais la France est un drôle de pays. Si vous regardez, si vous voulez, la France de 1789 à 1802. Et récemment, d'ailleurs, j'ai appris que j'avais un de mes ancêtres du côté maternel qui était député en 91-92, s'appelait Legendre. Et donc... Eh bien, en 93-94, en France, sous la Terreur, on va exécuter le plus grand scientifique du monde, Lavoisier, qui est le plus grand chimiste du monde, qui est celui qui commence à découvrir l'évolution en disant que finalement tout ça se remanie en permanence et change souvent. On va tuer le plus grand poète français, André Chénier, vivant, et on va tuer le plus grand juriste français, d'accord ? Et tout ça en 1 an. Et peu de temps après, on a Napoléon. Et donc, la France est cette balance entre l'amour de la grandeur, du faste et de la gloire, et du panache, et de la haine de la réussite. C'est cette étrangeté de notre pays qui fait
la spécificité de notre pays. Actuellement, on est moins dans une époque de gloire, mais regardez, on a eu aussi De Gaulle qui était un homme de gloire. Donc la France balance entre les deux. Actuellement, c'est vrai que dans le monde que je connais le mieux, hein, qui est celui de la science, actuellement, on n'aime pas la gloire en France. Il y a une fuite là, des très grands scientifiques français. Et la place de la France recule d'une manière très très singulière en termes de production scientifique, avec des mouvements très profonds qui sont actuellement de dire que finalement ça sert à rien du tout d'écrire des articles scientifiques quand on est scientifique. Donc on en est là. Hein. Donc n'oubliez pas que la Révolution française a fermé les universités françaises. D'accord ? Elle les a fermées parce que c'était des foyers de réflexion antagonistes. Donc c'est notre histoire. On est allé jusque-là, 94. On en est quand même. C'est un pays qui a une histoire. On ne peut pas oublier l'histoire. Mais vous n'êtes pas monarchiste, que je sache. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci, Jean-Claude. Restez bien avec nous. On tourne une rapide page de publicité. On revient tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff avec le professeur Didier Raoult et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Dust de Héran. Bonjour Dust. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Monsieur Raoult. Très content de vous entendre encore une fois dans cette émission. Parce que d'abord, je trouve que c'est très bien d'écouter quelqu'un qui dit que dans la vie, il y a toujours la biologie. Et je rajouterais aussi peut-être de la génétique. Et dans ce monde actuel où quand même j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal dominé par l'ego, ses envies, ses besoins, on ne supporte plus l'idée d'être un animal qui pense, certes, qui parle aussi, mais d'autres animaux pensent et communiquent. Et ça, je trouve ça très agréable. Et deuxièmement, je voulais apporter mon soutien parce que dans les années 90, j'étais chez Bayer, laboratoire pharmaceutique, et j'ai travaillé sur un produit, un insecticide qui s'appelait le gaucho. Et c'est ce produit qui a réveillé ma conscience écologique. Et quand je me suis retrouvé face à l'évidence que ce produit était dangereux, je me suis bien fait démonter. Et en fait, j'ai quitté ce travail, je suis devenu ouvrier agricole, parce que je trouvais ça très dur. Et franchement, bravo, peut-être pour votre côté rebelle, il vous aide plus que moi. Merci, merci Dust. Dans ce combat, merci pour ce témoignage, Dust. Philippe, je crois. Merci beaucoup. Oui, nous allons à Caen. On reçoit Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André Berkoff. Bonjour André et professeur Raoult. Alors, professeur, on va aborder d'un sujet qui m'intéresse et plus spécialement, je dirais, nos politiques et nos décideurs. Alors, je vous demanderai votre avis sur la qualité des personnages politiques en tant que représentants et décideurs, surtout de leur niveau d'aptitude. On y reviendra après, mais bon... Allez-y Philippe, parce qu'on a beaucoup d'éditeurs. Donc, si pour être ministre de la Santé, par exemple, est-ce qu'il faut être médecin ou chercheur? Si pour un ministre de la Justice, il faut être avocat, je ne le pense pas. Pour moi, le vrai travail déjà d'un ministre, c'est d'être un homme d'État avant tout, et de prendre la meilleure décision d'expertise issue du comité ministériel, parce que ces gens-là travaillent avec des secrétaires d'État en principe compétents et des analystes. Et ma devise, je finirai là-dessus, pour moi, professeur, c'est savoir pour agir, compter sur la nation et lui donner son meilleur destin. Alors ça, c'est très bien. Est-ce que dans la vie réelle, parce que vous avez eu, vous, professeur Didier Raoult, en tant qu'effectivement directeur d'IHU et directeur d'hôpital, etc., au fond, sans généraliser, votre rapport avec le politique vous a fait arriver à quelle conclusion? Ou avec les politiques? Je pense que c'est compliqué. Il y a eu une époque où... moi, je connais relativement bien les ministères de la Recherche et le ministère de la Santé, parce que ça fait 30 ans que je travaille avec eux. Dans le ministère de la Recherche, incontestablement, le plus intelligent, c'était Claude Allègre, qui était génial, mais qui était si brutal
que finalement il y a eu un rejet de greffe avec Claude Allègre, alors que quand il était conseiller de Lionel Jospin, il était conseiller spécial de Lionel Jospin, il a fait beaucoup avancer les choses, et même comme ministre, c'est lui qui a permis de faire évoluer l'université française en 3 stades, le 3-5-8 là, qui a été mis en place. Et après, c'est très intéressant, celui qui l'a mis en place, c'est Jack Lang, qui n'avait certainement pas un niveau de performance scientifique comparable du tout, mais qui était d'une immense adresse et qui a réussi à faire passer les choses. Alors, j'espère que ça répond à la question. Il faut des gens qui soient intelligents et visionnaires, mais les gens intelligents et visionnaires, ça ne veut pas dire qu'ils soient capables de mettre en place les choses. Mais il faut qu'ils soient dans le circuit. Bien sûr. Donc ça, c'est une véritable question. Politique au vrai sens du terme, Ouais. stratège. Voilà. Pour les ministères de la Santé, moi j'ai eu un de mes amis qui était un grand scientifique, un grand médecin, qui était Jean-François Mattei. Honnêtement, il s'est fait prendre au piège de cabinets qui sont extrêmement flatteurs. C'est ce que vous voyez comme flatterie dans ces ministères, c'est absolument hallucinant. Le ministre qui est là, on a l'impression que c'est Dieu. Monsieur le ministre, hier soir, vous étiez formidable, c'est extraordinaire, etc. Non, c'est vraiment le corbeau et le renard. Et c'est difficile de résister à la flatterie, qui est la pire de nos ennemis. Et quand on ne connaît pas les mécanos, et puis ces gens ne choisissent pas leur cabinet. Parfois, ils arrivent à choisir une ou deux personnes, et les gens qu'on leur met, c'est des gens qui ont obéi à d'autres choses. Je vous ai dit, c'est ma théorie de l'obéissance, c'est que des gens qui obéissent tout le temps, qui disent jamais non, et qu'on met là-dedans. C'est pas ça qui fait avancer les choses. Voilà, et qui parlent de tout en sachant rien, si vous voulez. Et c'est ça qui fait ensuite la politique. Donc c'est vrai que on n'arrive plus à s'appuyer sur une élite intellectuelle depuis un certain temps, et donc c'est un vrai problème. Il n'empêche que de temps en temps, il y a de bonnes surprises. Hein, bien sûr. Mais c'est un vrai problème. Mais cela étant, je ne crois pas que les médecins fassent de meilleurs ministres de la Santé en général que les autres. Au contraire, parfois, il y a même de la jalousie entre médecins, ça existe. Hein. Et si c'est un médecin qui n'a pas réussi sa carrière comme médecin, souvent, il n'aime pas du tout ceux qui ont très bien réussi leur carrière. Je peux vous dire, j'en sais quelque chose. Ça joue. Le tout à l'ego. Un dernier auditeur. On a le temps d'accueillir Fabien de Aigre dans les Charentes. Bonjour Fabien. Oui, bonjour Fabien. Oui, bonjour. Attendez, il faut que je coupe le haut-parleur. Coupez. Voilà. Et soyez bref, cher Fabien, parce que malheureusement, nous arrivons en fin d'émission. Dites-moi. Oui, j'ai vu. Je vais essayer de faire au plus vite. D'abord, bonjour à Didier Raoult, et je voulais juste lui dire que je fais partie des gens qui pensent qu'il avait entièrement raison sur l'hydroxychloroquine, mais bref, on va passer à autre chose. Concrètement, il me semble qu'il avait déclaré à un moment qu'il trouvait raisonnable que certains soignants puissent se faire vacciner avec les fameux vaccins Covid. Une partie, selon, j'imagine, une certaine nécessité. Mais bref, je voulais savoir si, suite aux publications de l'INSEE britannique sur les bilans de mortalité en fonction du statut vaccinal publié sur 2022, il était toujours de cette opinion-là, et s'il trouvait alarmant les résultats qu'on peut visualiser. D'accord. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Puisque par exemple, sur les populations de 90 ans, par exemple les plus, si on regarde les taux comparés, on a un taux de mortalité qui est 94% supérieur chez les gens vaccinés. Et non, mais vous avez posé la question, Fabien, l'important c'est que... Je vais vous répondre. D'abord, encore une fois, à l'époque où j'ai dit ça, c'était la loi qui était... Et donc, je ne me sentais pas la responsabilité de dire à des gens qui donc n'ont plus reçu le moindre salaire pendant 2 ans qu'il ne fallait pas qu'ils appliquent la loi. Donc je pense qu'il faut que ce soit bien clair. Si vous dites, et l'État a été d'une sévérité extrême, la France a probablement été le pays le plus dur vis-à-vis des gens qui n'obéissaient pas, ce qui traduit quelque chose quand même. Ici, le devoir d'obéissance a pris une ampleur qui n'est pas raisonnable. Et donc, je ne me voyais pas dire, vous voyez les gens, les milliers de personnes me disant, mais M. Raoult, vous nous avez dit quelque chose et vous savez qu'on n'a plus à bouffer depuis 2 ans quand même. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, si vous voulez, d'abord, personne à l'époque ne connaissait vraiment l'ampleur des effets secondaires. Et ensuite, si vous voulez, on a vu, mais on a commencé à voir à ce moment-là que le vaccin, parce que moi j'avais un tableau quotidien où on voyait le nombre de gens testés, le nombre de gens vaccinés, le nombre de gens symptomatiques et le nombre de gens positifs, on a vu que le vaccin n'était pas protecteur contre l'infection. On l'a su à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on l'a su et on l'a dit, cette
obligation aurait dû tomber parce que ça montrait que ça n'était pas vrai, que ça protégeait du risque de contagion auprès des malades, comme le fait par exemple la vaccination contre la grippe. Donc il faut le mettre en perspective, et d'autre part, c'est la responsabilité de prendre la parole, c'est de ne pas mettre les gens en danger professionnel, alors que vous n'avez pas les éléments pour pouvoir dire, écoutez, ce que vous faites est dangereux. Il y avait une incertitude, si vous voulez, il y avait une certitude, c'est que ces gens allaient être suspendus. Voilà, ça on le savait. Didier Raoult, merci, et vraiment, lisez l'autobiographie chez Michel Lafon. C'est ce que c'est un parcours d'anarchiste et la grandeur. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Didier Raoult, microbiologiste français, spécialiste des maladies infectieuses, professeur des universités, praticien hospitalier, pour son autobiographie éditée chez Michel Lafon. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie,